Bonsoir à tout le monde. Je crois que ça marche pas. Bonsoir à tout le monde. J'espère que ça marche bien. Et ce soir, on va discuter de la campagne pour la plus controversée euh, des Survival, qui c'est la campagne pour la protection de la nature. Donc, je vais vous expliquer aussi pourquoi elle est tellement controversée. Et on va juste attendre un petit moment qu'on a tout mis en place et on va commencer. J'espère de faire une demi-heure et après, je vais avoir du temps pour les questions. Alors, là, j'espère que si quelqu'un a des problèmes à écouter la vidéo, vous m'écrivez. Et donc, les questions aussi, n'hésitez pas même quand je parle avant de lire, de vous donner du temps pour les questions, n'hésitez pas à écrire directement sur la page Facebook. Alors, je commence par vous expliquer cette campagne et quel est notre but. Vraiment, les buts de la campagne euh, et changer les débats, changer la narrative, les débats autour à la protection de la nature et mettre les peuples autochtones, la question des peuples autochtones, la voix, l'expérience des peuples autochtones et les peuples autochtones eux-mêmes à l'intérieur de ces débats pour la protection de la nature, pour les changements climatiques et en général pour l'environnement. Et pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que en fait, les peuples autochtones sont totalement exclus et invisibilisés de ces débats. Il faut savoir que les peuples autochtones, ils sont les meilleurs protecteurs de la nature. Les 80% de la biodiversité se trouve dans des territoires autochtones, donc dans les territoires où il y a les peuples autochtones. Et les peuples autochtones ont changé ce type d'environnement, ils les sont gérés, ils les sont donné la forme qu'ils ont aujourd'hui, sont partie essentielle de ce type de ces biodiversités. C'est à travers les techniques qu'ils ont mises en place, bien sûr, on parle des techniques soutenables, on parle des techniques basées sur la réciprocité, et à travers leur prise en charge, que les environnements que nous on connaît sont tellement riches en biodiversité. Et donc, si c'est tellement clair que les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens de la nature, comme démontrent toutes les évidences scientifiques, où il y a des peuples autochtones qui gèrent leur territoire, qui ont sous contrôle leur territoire, il y a plus de biodiversité. Donc, pourquoi on est en train aujourd'hui de dire que les mouvements de protection de la nature ne tiennent pas compte des peuples autochtones? Et ça, c'est la question plus difficile et la raison pour laquelle je vous dis que notre campagne est controversée. Parce que la majorité des organisations de protection de la nature, comme les WWF, par exemple, qui a une super bonne réputation en France, et vraiment, ils sont fondés dans une idéologie raciste. La majorité des organisations de protection de la nature sont nées, en fait, sont nées à partir d'une idéologie raciste et aussi de la colonisation. La création des aires protégées, donc des parcs naturels en Afrique et en Asie, a accompagné les processus de colonisation de ces pays. Donc, quand les colonisateurs anglais et français, allemands, ils sont allés en Afrique et en Asie, ils ont amené avec eux, ils ont apporté avec eux plusieurs choses, comme on le sait, l'armée, l'école, les églises, euh, et aussi les parcs naturels, les réserves. Et avec sa réserve et ses parcs naturels, l'idée qu'il il était nécessaire de protéger la nature, une partie de la nature, souvent pour faire si eux-mêmes, les colonisateurs, ils puissent chasser, mais aussi souvent parce qu'ils pensaient que la nature était tellement belle et que les peuples autochtones, qui étaient considérés des primitifs, ils auraient pu la abîmer. Donc déjà, on voit dans les processus de la colonisation une idée raciste. Ce type dans la création des aires protégées, pardon, parce que dans la colonisation, il est déjà, bien sûr, il est déjà euh, poussé par une idéologie raciste. Cette idée des parcs naturels, donc de l'idée de protéger
en créant des aires protégées, donc en faire des barrières entre la nature et les êtres humains, est une idée qui est née aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Quand aussi les Américains ils décident de créer les premiers parcs naturels, que c'est celui de Yosemite en Californie. Et à l'intérieur de ces parcs, il y avait des peuples autochtones qui habitaient et ils ont été expulsés parce qu'ils ont été accusés d'un peu abîmer la beauté du paysage. Et c'est cette idée raciste, l'idée que la nature est tellement belle, mais seulement si elle est déprivée des êtres humains, qui a accompagné la colonisation. Donc cette idée est basée sur deux choses fondamentales. Une, c'est l'idée de la wilderness. Ça veut dire l'idée qu'il existe la nature sauvage. Et ça, c'est une idée, si on pense à ça, vraiment très liée et radiquée dans notre culture. Tous nous, on pense que la nature est naturelle, donc et pas touchée par les hommes. Il est quelque chose de sauvage, mais ça dénie l'effet, comme je vous expliquais, que la majorité des aires naturelles que nous on considère sauvages, comme l'Amazonie ou les Serengeti ou Yellowstone par exemple, la majorité de ces environnements que nous on considère tellement sauvages et beaux sont vraiment la maison des peuples autochtones. Ils sont beaux aussi parce que les peuples autochtones les ont plasmés, les ont donné une forme à travers des techniques qui bien sûr sont invisibles à notre yeux parce que la relation entre les peuples autochtones et la nature, c'est pas une relation destructive ou extractiviste comme est la nôtre. Donc on a d'un côté l'idée de la wilderness, donc de la nature sauvage, dans ses premiers créateurs des parcs naturels, et aussi une idéologie raciste qui dit les peuples autochtones ils sont primitifs, ils savent pas gérer leur environnement, il faut pas les laisser la possibilité de gérer leur environnement, ils savent pas comme nous. Non, parce que nous, on a une idéologie basée sur la science, donc c'est nous qui doit gérer les environnements. Bien sûr, tout ça a signifié que chaque fois qu'un parc naturel a été créé en Afrique, chaque fois, et en Asie, des peuples autochtones sont été expulsés, sont déprivés de leurs moyens de soutien, de leurs moyens d'existence. Parce que les peuples autochtones, bien sûr, ils chassent, ils font de la cueillette, des fois ils pêchent, ils font de l'agriculture. Et tout ça, à un certain point, était interdit à l'intérieur de ces terres naturelles. Donc, les colonisateurs étaient en train de condamner aux peuples autochtones à la famine. Mais en même temps, ils n'étaient pas en train de les protéger, ils ne sont pas aussi en train de protéger la nature. Parce que ces natures-là, comme je vous expliqué, ne sont pas sauvages. Ils ne sont pas comme ça depuis les débuts de l'existence. Ils ont été gérés par les peuples autochtones. Et donc, sont riches de ressources parce qu'il y a eu un échange entre l'homme et la nature. Les peuples autochtones vont mettre en place des pratiques pour faire développer un peu la nature parce qu'ils ont besoin, ils dépendent de la nature pour vivre, donc les générations à l'avenir, ils auront besoin de ces natures, donc ils sont les mieux placés pour la protéger. Ils vont pas surchasser, par exemple. Il y a dans plusieurs peuples autochtones, par exemple les Bakas, que je connais bien, ils vont pas chasser n'importe quel animal, ils vont avoir des règles strictes, aussi des règles quel animal chasser dans quelle période de développement de l'animal, dans quelle saison aussi, pour éviter la surchasse, pour éviter que les animaux ils ne soient pas là, parce qu'ils ont vraiment besoin pour les générations à venir. Et par exemple, ils vont mettre des lignames sauvages. Chaque fois qu'ils collectent des lignames sauvages, ils vont laisser un petit pot par terre. Comme ça, les éléphants, ils vont manger des lignames sauvages. Les éléphants adorent les lignames sauvages. Donc, ils vont mettre en place des pratiques qui contribuent à la création de la biodiversité. Donc, tout ça, c'est juste, c'est introduction de 10 minutes, c'est juste pour s'expliquer d'où on vient. Donc, on vient d'un contexte où la conservation, la protection de la nature en Afrique a été faite d'une manière totalement raciste et colonialiste, mais à la fin de la colonisation et quand les grandes organisations de la nature ils vont se créer, ils vont être créés par ces mêmes groupes des colonisateurs, des chasseurs, qui ont apporté ce type de vision. La majorité de ces organisations de la nature, ils sont nés à la fin de la colonisation, début de l'indépendance des États en Afrique et en Asie, donc les années 60. Et ils sont fondés par des groupes de personnes qui sont souvent des sexes nazis, des gens qui soutenaient des politiques anti-migratoires. Donc, il y a vraiment un courant fortement raciste. Et ce type d'idéologie est resté à l'intérieur de ce type des organisations.
Et aujourd'hui, même si les discours ont changé, on trouve que ces organisations de la nature, comme les WWF, ils continuent à faire exactement la même chose. Ils vont en Afrique proposer la création d'une aire protégée parce qu'ils trouvent qu'il y a des forêts magnifiques et ils disent qu'il n'y a pas de personnes qui habitent à l'intérieur des aires protégées et donc c'est absolument possible de créer une aire protégée sans demander l'opinion des personnes, sauf du gouvernement bien sûr, avec lesquels ils font des partenariats. Sauf que c'est pas vrai qu'il n'y a personne qui habite dans ces forêts. Souvent, ces forêts sont la maison des peuples autochtones. Et ça, c'est les cas, je vais vous expliquer d'où de notre campagne, où on travaille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que les peuples autochtones, à un certain point, se voient leur terre qui est plus accessible parce qu'une fois que l'aire protégée est créée, ou avant que l'aire soit créée, comment on fait pour protéger ces aires protégées, on peut dire. Les WWF et des autres organisations, je vous parle de WWF parce que c'est la plus connue, ils vont soutenir la création des unités anti-braconnage, qui sont des éco-gardes, comme ils viennent appeler en Afrique, qui vont simplement être payés pour interdire l'accès à l'air protégé. Et ils vont avoir des bonus de performance chaque fois qu'ils arrêtent quelqu'un. Donc, chaque fois qu'un baka, ils vont entrer dans leur forêt, la forêt ils ont géré et vécu pendant, et géré oui, et utilisé, on peut dire, mais les mots d'utilisation, c'est pas très juste. Pendant des générations, les baka, du coup, chaque fois qu'ils essayent d'entrer, ils vont être torturés, frappés, arrêtés. Et ça, il n'a rien à voir avec les braconnages. Parce que les baka, ils sont pas des braconniers. Ça, c'est une autre des choses que je voudrais vous dire. C'est la différence entre chasseurs et braconniers. Qui c'est typique aussi, ça a été amené par ce type de protection de la nature. Je sais qu'il s'agit vraiment d'une idéologie très forte, donc j'essaye un peu de déconstruire les concepts principaux. Donc on a l'idée de la forêt sauvage, que c'est pas vrai, l'idée que les peuples autochtones ne savent pas gérer la nature, que seulement la science connaît la gestion de la nature, c'est complètement pas vrai. Et après on a cette idée que les peuples autochtones ils sont des chasseurs, des braconniers, pardon. Et donc la seule manière de protéger la nature des braconniers, c'est de payer des gardes armés pour protéger la forêt. Bien sûr que non. Parce que il y a une distinction raciste. Du coup, d'un côté, on parle des chasseurs quand il s'agit des blancs qui payent pour chasser, et il s'agit des braconniers quand il y a des peuples autochtones ou de la population locale qui chassent pour nourrir leur famille. Les Vakas, ils chassent pour nourrir leur famille, c'est partie de leur mode d'existence et c'est pas absolument la raison pour laquelle il n'y a plus des éléphants dans certains endroits. C'est tout le contraire. Et donc, ces éco-gardes, ils les donnent des bonus chaque fois qu'ils arrêtent quelqu'un. Ils vont pas arrêter les personnes qui vraiment sont à la base du braconnage, qui sont des fonctionnaires corrompus et des grands réseaux des braconniers. Non, ils vont arrêter des vacas qui entrent à l'intérieur pour chasser de l'antilope pour manger. Et comme je vous dis, ça c'est pas seulement illégal, c'est pas vraiment seulement une grosse violation des droits de l'homme, mais ça va nuire aussi à la protection de la nature parce que ce sont ces peuples-là qui protègent mieux la nature. Donc, et il s'agit en plus de quelque chose de totalement colonialiste parce que la terre, elle passe du contrôle des peuples autochtones au contrôle des WWF et des grandes organisations de protection de la nature qui ont les sièges en Occident et en plus qu'ils font des partenariats avec toutes les grandes compagnies, les entreprises comme Coca-Cola, Nestlé et tout ce qu'on connaît. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on essaye avant tout d'expliquer ces questions, que c'est super difficile à comprendre. On essaye de changer la manière dans laquelle on parle de la protection de la nature. On essaye de la décoloniser. Et du coup, on se focalise sur on a deux cas clés. Un, c'est les parcs des Mesogja au bassin du Congo, et un autre, c'est les réserves des tigres en Inde. Donc, je vais vous expliquer très brièvement de quoi il s'agit. Les parcs, les Mesogja, c'est un parc au nord du Congo, et les parcs n'ont pas encore été créés. Donc, c'est la première fois qu'on a la possibilité d'arrêter un vol de terre, comme celui-ci. Et du coup, on l'utilise un peu pour expliquer qu'est-ce que c'est le colonialisme vert, ce type des vols de terre au nom de la protection de la nature. Parce que les parcs n'ont pas été créés encore,
Et grâce aussi à la campagne des survival, on a réussi à arrêter cette pôle de terre pour l'instant. Mais les éco-gardes, les gardes armés, ils sont déjà là. Donc le WWF, elle a fait de la pression sur le gouvernement du Congo pour protéger ces forêts depuis 10 ans. Et ils ont réussi à faire arriver des gardes-oupacs, des éco-gardes, qui protègent cette forêt. Donc, c'est depuis 10 ans, depuis l'arrivée de ces éco-gardes, que même si les parcs n'ont pas été créés, pour les BACA, de facto, l'air protégé, il existe déjà. Parce que depuis 10 ans, les BACA, ils n'arrivent plus à entrer à l'intérieur de leur forêt et à pratiquer aucune des activités qu'ils pratiquaient avant. Et attention, parce que c'est important de comprendre que pour les peuples autochtones et en particulier pour les BACA, la forêt, c'est pas seulement un endroit où ils vont faire de la cueillette ou à chasser. C'est pas seulement de la subsistance matérielle. La forêt est très liée à leur identité en tant que peuple. Donc, c'est l'endroit où ils vont avoir les sites sacrés, donc où ils pratiquent leurs rituels. Aller à la forêt à chasser, c'est pas seulement aller à chercher des animaux, c'est un moment de partage entre générations où il y a ces chantent, il y a de la musique, et où à travers ces musiques, les valeurs fondamentales, essentielles de la société sont transmises des pères en filles. On a des moments du coup des partages des générations. La forêt, c'est aussi l'endroit où ils prennent leurs plantes médicinales. Et donc, toute leur identité en tant que peuple est liée à la forêt. Donc, les dépriver de la forêt, c'est les détruire en tant que peuple. Et en plus, les éco-gardes, pas seulement les interdit l'accès, mais parce qu'ils reçoivent des bonus chaque fois qu'ils arrêtent quelqu'un, ils finissent pour arrêter des vacas chaque fois qu'ils chassent une antilope, donc c'est pas même un animal protégé. Les vacas finissent dans la prison, des fois ils sont violés dans la prison. Des fois, les éco-gardes, ils commettent n'importe quel type de violence parce qu'ils ont aucun mécanisme, les vacas, ils ont aucun mécanisme pour porter plainte. Tout ça est financé par les bailleurs des fonds occidentaux, comme la Commission européenne, les gouvernements des États-Unis, les gouvernements allemands, des fois passés par là, mais des fois les gouvernements français. Donc, tous ces gouvernements qui, avec l'argent public, donc l'argent de nos impôts, ils financent ce type des aires protégées en disant que ça fait du bien à la nature. Avant tout, il y a une violation des droits de l'homme, et comme je vais vous expliquer, ça fait rien de tout bien à la nature, parce que les vacas, une fois qu'ils sont partis de leur territoire, ces territoires-là restent sous le contrôle total du gouvernement du Congo, qui n'est pas très connu pour respecter l'environnement, et les WWF. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va passer. On sait que les WWF, il est en train de faire des partenariats avec des compagnies des forestières. On sait qu'il y a des projets minéraires qui peut-être ils vont être réalisés. Donc, une fois que les peuples autochtones sont expulsés, il n'y a aucune personne qui soit vraiment intéressée à protéger ces endroits. Et en plus, la biodiversité va pas être protégée de tout parce que il manque la composante humaine qui a fait que ces endroits soient tellement riches en biodiversité. C'est la même chose dans la réserve des tigres. Et donc, notre objectif, c'est arrêter la réalisation du parc et demander au WWF de faire un processus de consentement. Demander, comme il dit la loi. La loi congolaise, la loi internationale dit, on peut pas faire un projet, n'importe quel type, développement, conservation, n'importe avec quelle justification, dans les territoires des peuples autochtones, sans leur consentement. Donc, on demande au WWF de demander le consentement. Mais on dit clairement, ces consentements, ça va jamais être libre parce que les éco-gardes, ils sont déjà là. Et pour les BACA, les éco-gardes et les WWF, c'est la même chose. Donc, c'est pas pour eux, ils ne peuvent pas donner leur consentement à un projet qui a été soutenu par les WWF, que c'est la même organisation que pour les BACA. Ils les frappent et ils les tuent. Et ça pourrait être pas préable parce que c'est déjà décidé, les éco-gardes sont déjà arrivés. Et c'est pas éclairé du tout parce que les informations ne sont pas été données. Donc, on fait de la pression sur les gouvernements pour arrêter ces parcs. Et je vous invite aussi à signer notre pétition, à pouvoir vraiment à envoyer les emails au WWF et à partager ces informations aussi avec vos amis et vos collègues parce que c'est pas vraiment
comme vous le savez, trop connu. Les ex-directeurs de WWF France a joué un rôle important dans les précédents gouvernements. Et maintenant, il a renoncé pour devenir député de la République en marche à l'Europarlement. Donc, il y a vraiment beaucoup de pouvoirs politiques. Et donc, c'est une question qui ne se connaît pas beaucoup. Et la même chose, c'est en Inde, où les réserves de tigres sont créées dans des territoires des peuples autochtones et où les peuples autochtones sont expulsés pour faire place à des réserves de tigres où les touristes ils vont être les bienvenus. Donc, c'est vraiment... j'ai passé beaucoup de temps dans la réserve des tigres et la chose qui m'étonne toujours, c'est que les peuples autochtones qui habitent dans une manière totalement soutenable, en contact avec la nature depuis générations, ils sont expulsés pour laisser la place à des millions de touristes qui arrivent avec des jeeps, des hôtels et tout ça, et ça au nom de la protection de la nature. Donc c'est vraiment la contradiction. Et aussi en Inde, ce type d'idéologie colonialiste et raciste est soutenu par organisations comme les WWF, mais aussi la WCS, et qui collabore avec les gouvernements pour expulser ces peuples de la réserve des tigres. Et la chose intéressante, c'est que la seule réserve des tigres dans laquelle les peuples autochtones ont obtenu, gagné à travers son bataille, les droits de rester et donc de se voir leurs droits reconnus, c'est la seule réserve des tigres qui a doublé les numéros des tigres dans les dernières recensements. Et donc, c'est intéressant que ça démontre où il y a des peuples autochtones, il y a plus de biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On est dans un moment particulier en Inde parce que le président Modi est un président qui attaque les droits des minorités en général et les droits des peuples autochtones en particulier depuis le début de sa carrière. Donc, on sait que c'est très difficile de faire de la pression sur le gouvernement parce que il continue à faire, donc il a une idéologie vraiment forte, on continue à faire de la pression, mais ça c'est plus difficile, mais on travaille aussi à faire de la pression à des grandes organisations de protection de la nature qui collaborent et travaillent avec les gouvernements de l'Inde pour expulser ces peuples. Et c'est une bataille vraiment difficile, mais c'est une bataille qui va déterminer l'avenir de notre planète. Parce que si on laisse ces organisations de protection de la nature qui sont aussi vraiment très puissantes et ils font beaucoup de lobbying, si on laisse ce type d'organisation à écrire des agendas sur l'environnement, ça va être catastrophique. Donc, pour finir, je vous dis ça parce que dernièrement, les WWF, il est arrivé à la conclusion que pour lutter contre les changements climatiques, il faut mettre les 30% de la planète en tant qu'air protégé. Et aussi, ils proposent des autres choses comme les carbon offsets ou des autres choses que je vais vous parler plus avant. Je pense que la semaine prochaine, donc ça va pas être aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que ces choses de 30% de la planète, les mettre sous air, comme air protégé, ce que ça va signifier, c'est qu'on va pas critiquer les vraies raisons pour lesquelles on détruit les vraies raisons pour lesquelles la nature est en péril, mais on va se focaliser à créer air protégé sur air protégé dans les territoires des peuples autochtones. La création des aires protégées est synonyme des vols de terre pour les peuples autochtones. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que les peuples autochtones doivent être pas seulement consultés, doivent être à l'avant-garde du mouvement de l'environnement. Ils doivent être les personnes avec lesquelles qui nous aident à nous à protéger notre planète. Ce que nous on propose, c'est que cette grande organisation de protection de la nature, il devrait aller s'asseoir à côté des peuples autochtones et de dire comment nous on peut vous aider à vous à protéger votre forêt. Parce que si les territoires est sur les contrôles des peuples autochtones, les objectifs de conservation sont rejoints beaucoup mieux que dans les aires protégées. Et donc, il y a plein d'évidences scientifiques sur ça. Et donc, il faut combattre pour faire ça. Il faut décoloniser notre propre pensée, décoloniser la protection de la nature, mettre en doute ce qu'on pense sur la protection de la nature. Et ça veut dire toute notre idéologie parce que on est tous grandis avec des documentaires de National Geographic dans lesquels on voit ces blancs, ces gens qui sont toujours blancs, qui vont sauver la nature en Afrique, la nature sauvage. Il faut vraiment décoloniser ce type de vision
et commencer à écouter les vrais gardiens de la nature qui sont les peuples autochtones. Donc, c'est une campagne extrêmement difficile à comprendre parce que, comme je vous dis, il y a des enjeux idéologiques très forts et donc et on va rien discuter un peu quand je vais parler des changements climatiques la semaine prochaine. Mais donc, je pense que je vous ai donné un peu les outils basiques pour comprendre les débuts de cette conversation et de ces débats. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez commencer à poser des questions. Mais je vous invite aussi à visiter notre site, surtout sur les deux campagnes principales, Mesokja et Réserve des Tigres, en sachant que votre participation est vraiment essentielle. Personne parlait de ces thématiques il y a 5 ans, quand on a commencé la campagne. Parce que personne, vous vraiment, et aucune ONG, on a parlé avec plein des ONG, comme Greenpeace, comme Global Witness, personne vous vraiment dénoncer ce type de choses, ce type des abus, parce que c'est pas des types des abus qui sont financés par des entreprises multinationales, ils sont financés par des autres ONG. Donc, il y a quand même une certaine complicité à l'intérieur du monde des ONG. Mais nous, on a réussi, grâce à votre soutien, à changer radicalement ces questions, à commencer un débat qui n'existait pas avant et à obtenir vraiment du coup des journalistes intéressés à couvrir ces sujets. Et tout ça commence à bouger à la manière de voir la protection de la nature. Donc, alors, je vais commencer à répondre à votre question. Euh, oui, non, alors sur ce qui concerne les consortiums ICCA, je crois que j'ai entendu parler, mais je ne sais pas si c'est lié à la République démocratique du Congo ou pas, parce que ça me dit quelque chose. Mais sinon, si c'est ça, j'ai entendu parler. Sinon, je n'ai pas entendu parler. Et donc, si vous pouvez m'envoyer un lien, ça serait intéressant pour moi. Euh, alors, Frédéric, sur les questions des zones de pêche, exactement. Et la question du ocean grabbing, parce que ça, c'est considéré land grabbing, donc vol de terre. La question des vols des océans est une question qui commence à se poser parce que les océans, avec la question du plastique, est devenu aussi un enjeu particulier à l'intérieur du débat de la conservation, de la protection de la nature. Et du coup, maintenant, il y a plusieurs pêcheurs en Inde qui nous disent que la pêcheur traditionnelle, donc on ne parle pas de la pêche à niveau industrialisé, qui nous disent qu'eux aussi ils ont ces problèmes. Par contre, il y a plusieurs pêcheurs qui en Inde, groupes de pêcheurs qui ne sont pas reconnus en tant que peuples autochtones en Inde pour des questions politiques. Donc ça pose un peu un problème au niveau de la reconnaissance de leurs droits. Mais la chose qui est intéressante, c'est que ce type de pratiques, ils vont pas, en se focalisant sur ce type de pratiques, du coup, en laissant que les WWF et la Commission européenne et tout le monde, ils se focalisent sur la pêche traditionnelle et sur la chasse traditionnelle, on perd l'attention, et c'est ce que les WWF, ils viennent vous faire. Ils vous faire nous perdre l'attention sur les vraies causes de la destruction de l'environnement, que c'est pas la pêche traditionnelle, c'est pas un baka qui chasse même s'il chasse un éléphant, c'est pas les bakas qui chassent pour manger, c'est les grandes entreprises qui détruisent l'environnement, avec lesquelles, par contre, les WWF, il fait des partenariats. Donc, par exemple, une des compagnies qui est la plus destructive en Afrique pour ce qui concerne la compagnie les coupes des bois, que c'est la Rouget, qui en plus il a déposé les bilans il n'y a pas longtemps et partenaire du WWF. Donc, nous, on se pose la question de comment les WWF, qui est censé protéger la nature, peuvent faire des partenariats avec des compagnies forestières, mais pas faire des partenariats avec les peuples autochtones. Donc, c'est une question plutôt intéressante. Alors oui, non, je connais pas Marie-Pierre. Donc, si vous n'avez pas des questions,
Je pense que on va finir d'ici en 5 minutes. Euh, je crois que je vous ai parlé de toutes les choses les plus importantes. Et donc, et bien sûr, comme je vous ai dit, et la question est vraiment compliquée. Je vous invite à lire soit notre page, soit nos articles, à poser des questions. Toujours, vous pouvez nous écrire directement sur Facebook. Parce que il faut absolument commencer à au moins entre nos sympathisants à parler de ces sujets, à décoloniser la manière dans laquelle on fait la protection de la nature. J'ai une question. Quelle action commune des peuples autochtones et les peuples occidentaux dans un échange de connaissances à la préservation de la nature? Bon, je pense que la connaissance des peuples autochtones est essentielle pour n'importe quel type de protection de la nature. Euh, Parce qu'ils sont gérés et leur environnement depuis générations. Nous, on n'a aucun contact avec nos environnements. Aller à la forêt avec un peuple autochtone est une expérience extraordinaire et unique parce qu'il connaît chaque arbre et il connaît pas seulement les noms, il connaît les processus de développement de leur environnement et de la nature. Donc, je pense que nous, on a tellement de choses à partager avec eux et d'apprendre d'eux. Et donc, par exemple, nous, avec notre projet les bois autochtones, on essaie de faire ça, de donner de la place, de donner une plateforme pour les autochtones. Et il y a plusieurs de ces vidéos dans lesquelles eux, ils nous racontent comment ils font pour protéger l'environnement. Bien sûr, pour eux, ils protègent pas l'environnement. Cette idée de protéger, c'est parce que nous, on a la conscience de les détruire. Pour eux, c'est juste la manière d'interagir avec la nature. Pour eux, la nature, c'est pas séparé, c'est partie de ce qu'ils sont en tant que peuple. Et donc, je trouve ça très enrichissant. Alors, il y a une question. Euh, alors, est-ce que le est une escroquerie et qu'ils ne font rien pour protéger la nature? Oui, nous, on est convaincus qu'il s'agit d'une escroquerie, d'une machine de propagande qui est soutenue par des grandes entreprises. Je vais dire à ma collègue de partager avec vous aussi on a fait une sorte d'infographique avec tous les liens de WLS avec les grandes entreprises. Et il y a tous là, il y a Nestlé, Unilever, Coca-Cola. Et c'est pas seulement les WWF, dans les conseils d'administration de ces grandes organisations de la nature, des Nature Conservancy, Conservation International, WWF, WCF, il y a des gens je sais pas, des entreprises qui produisent des armes, des armements, des armes, des entreprises qui polluent. Vraiment, la Coca-Cola, il n'est pas vraiment reconnu pour son engagement avec l'environnement. Il y a des liens avec le WWF. Donc oui, bien sûr, ils font du greenwashing. Ils aident les entreprises et les grands pollueurs à maintenir bien leur image. Donc oui, je vous invite aussi à lire. Il y a plusieurs informations sur ça. Un livre incroyable qui s'appelle Pandalix et qui raconte les liens entre les WWF et plusieurs gouvernements et entreprises et comment ils font rien pour protéger la nature. Après, les groupes, bien sûr, ça c'est au niveau idéologique. Il va y avoir bien sûr des groupes en France, par exemple en Europe, dans lesquels ils sont obligés à respecter la loi et les droits, parce qu'il y a aussi une forte mobilisation à niveau de la société civile. Il faut savoir que le WWF, il arrive à faire ça en Afrique, en certains endroits où il y a des peuples autochtones plus vulnérables, qu'ils n'ont aucune organisation pour les défendre. Et où il y a des forts groupes des peuples autochtones avec, je vais vous dire, des groupes des peuples autochtones qui sont vraiment organisés et donc ils peuvent dénoncer ce qu'ils font et ils font pas ça. Donc ça dit beaucoup sur cette association. Alors existe une liste des ONG qui respectent les droits de ces peuples? Non, non, et c'est ça le problème avec les ONG. Les problèmes, c'est que ces ONG, ils pensent, les ONG, ils sont censés de faire du bien. Alors, je vous raconte que l'autre jour, on a fait une plainte formelle à la UNDP, à la PNUD en français, les programmes des Nations Unies pour le développement, parce qu'ils financent aussi ces types de parcs en Afrique. Et du coup, on les a dit, bon, votre parc, il viole les droits de l'homme.
Et ce qu'ils nous ont dit, ils ont fait une enquête interne, et l'enquête a découvert qu'en fait, il n'y avait aucun contrôle sur ces programmes des Nations Unies, sous ces parcs, parce que tout le monde pensait qu'un projet de protection de la nature était bien. Donc, il ne pouvait pas avoir des violations des droits de l'homme. Donc, toutes les règles internes au projet des Nations Unies ont été pas respectées. Personne ne les a contrôlées. Il n'y a pas eu toutes les procédures légales qu'il faut faire quand on fait un projet ne sont pas faites parce que tout le monde a pensé que c'était bien. Donc, les mêmes choses avec les ONG. Tout le monde pense qu'on est des ONG, on travaille pour la protection des droits, et donc il n'y a aucun contrôle interne. Et il n'y a aucun contrôle ni interne ni externe. La Commission européenne a donné 1 million d'euros au WWF pour faire un parc, et il n'y a aucun contrôle s'il respecte ou non les droits de l'homme, parce qu'il est censé les respecter, parce que c'est une ONG. Donc ça, c'est partie des problèmes. C'est une belle question parce que c'est une partie du problème. Alors, oui, j'ai entendu parler des natifs, des peuples des racines. Merci beaucoup. On est en contact avec une des personnes qui gère ça, et ça a l'air d'être un beau projet. Donc, on n'a pas encore lu les premiers numéros parce que je pense qu'elle va être publiée très bientôt. Donc, ça a l'air d'être un bon projet. Merci Marie-Pierre pour les liens. Il y a une coordination mondiale composée uniquement des personnes autochtones. Non, il y a différents groupes avec des peuples autochtones qui sont de différents types de représentations. Sur ces questions de la protection de la nature, non. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un sujet qui était si invisibilisé. Mais aussi, c'est vrai que la majorité des peuples autochtones, comme je vous expliquais, qui sont impactés par ce type de protection de la nature, sont des peuples autochtones qui sont très peu organisés. C'est pour ça que les WWF, il arrive à faire ça aussi, qui sont peu organisés, ils sont dans des endroits super isolés. On parle, la forêt du bassin du Congo, c'est l'Amazonie africaine. On parle des endroits vraiment des forêts riches où il n'y a pas de réseaux, il n'y a rien. Donc, ces peuples autochtones, ils sont isolés. Même quand ils sont déportables, ils n'arrivent pas à appeler. Donc, il s'agit aussi des peuples, des chasseurs-cueilleurs. Donc, ils ont une structure sociale qui fait si qu'il n'y a pas des chefs. Donc, dans certains et donc, sont des sociétés égalitaires. Donc, c'est plus encore difficile d'avoir une organisation, un représentant, quelqu'un qui parle pour eux. Et il s'agit aussi des sociétés qui ont très peu d'intégration dans la société majoritaire. Et donc, ils ne parlent pas la langue. Elle ne parle pas la langue officielle ou la langue des colonisateurs, par exemple, dans les cas du Congo, ni les Lingala, ni les Français. Et donc, c'est un peu difficile de créer une coordination mondiale. C'est pour ça que le travail que nous faisons, c'est tellement important, parce qu'on travaille avec les peuples les plus vulnérables de la Terre qui n'ont pas la possibilité d'avoir un autre type de soutien. Donc, je pense que c'est tout, et on a plus fait 40 minutes. Donc, si vous n'avez pas des autres questions, je vais m'arrêter là. Sinon, si vous, après, vous voulez lire notre chose, après que si vous voulez lire notre chose, ou vous voulez regarder des documentaires, dans notre page, il y a plein d'informations. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez des questions à me poser. Vous pouvez écrire toujours, comme je vous ai dit, sur notre page Facebook. C'est une thématique que je vais quand même parler, je vais quand même aborder une autre fois la semaine prochaine quand on va parler des changements climatiques, parce que c'est lié. Donc, je pense que vous avez à avoir le temps de la digérer un peu, et on peut en discuter la semaine prochaine. Donc, pas de panique s'il y a des choses qui sont pas claires. Et je sais que c'est aussi une thématique plutôt nouvelle, donc on va en reparler. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup pour nous avoir suivis, et j'espère que le confinement se passe bien dans les limites du possible. Et c'est 19h, donc vous pouvez aller faire du jogging maintenant, je crois. Et merci beaucoup, et à la prochaine, alors à la semaine prochaine. Au revoir.